L'homme jeta simplement un coup d'œil à la brique de lait qu'il tenait en main et élabora instantanément un plan d'évasion. Il l'écrasa, la déplia, puis utilisa une cuillère pour retirer la fine pellicule de cire à l'intérieur. Profitant de l'inattention d'un gardien, il colla cette pellicule sur le clavier du verrou à code. Ainsi, lorsque le gardien composerait le code, ses empreintes resteraient dessus. En observant la position des traces, il pourrait déduire quelles étaient les 4 touches utilisées. Restait ensuite à tester les combinaisons, mais comment accéder au clavier? Malgré la sécurité stricte de la prison, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. John roula du papier toilette en petites boules qu'il enduisit de dentifrice, en fabriqua plusieurs, puis les enveloppa dans un mouchoir humide pour former une grosse boule extrêmement collante. Lorsque le gardien ouvrit la petite trappe pour lui passer le repas, il glissa discrètement la boule dans la serrure. Ainsi, même une fois la trappe verrouillée, il pourrait la repousser de l'intérieur et accéder facilement au clavier. Cependant, pour réussir son évasion, cela ne suffisait pas. Il devait encore remplir 2 conditions, comprendre les habitudes des gardiens afin de trouver un créneau, et disposer d'un complice à l'extérieur. Cette prison, apparemment imprenable, possédait en réalité une faille fatale. Le quartier disciplinaire se trouvait juste à côté d'un garage de pompiers totalement dépourvu de surveillance. John provoqua donc volontairement une bagarre pour être envoyé en cellule d'isolement. Là, il observa attentivement le dispositif, seuls 2 gardiens assuraient la surveillance, et ils avaient l'habitude de sortir fumer, créant ainsi une fenêtre idéale. À travers la grille au plafond, il entendait clairement les portes s'ouvrir et se fermer sur le toit, ce qui lui permit de calculer que chaque pause cigarette durait environ 7 minutes. Finalement, il utilisa la caméra de la cellule pour transmettre l'heure de l'évasion à son complice hacker. Tout était prêt, l'opération pouvait commencer. Après avoir déverrouillé le code et quitté sa cellule, John fit d'abord reculer les images de vidéosurveillance, donnant l'illusion qu'il se trouvait toujours à l'intérieur, afin de gagner du temps. Ensuite, il passa par les conduits d'aération et réussit à s'infiltrer dans la caserne des pompiers, où il se changea pour se déguiser en pompier. À ce moment-là, les 2 gardiens fumaient toujours sur le toit. Simultanément, son équipe provoqua une explosion sur le parking voisin pour forcer l'intervention des pompiers. John s'était déjà caché sous le camion. Tandis que toute l'attention était tournée vers l'incendie, il s'échappa sous le nez même des gardiens. Mais il n'était pas un vrai criminel. C'était un expert en sécurité employé par le Bureau fédéral des prisons, chargé de tester la sûreté des établissements pénitentiaires du pays. À chaque mission, il se faisait passer pour un détenu, s'infiltrait en prison, identifiait les failles, afin de réduire les risques d'évasion réelle. À peine rentré à l'entreprise, sans avoir eu le temps de se reposer, des agents du renseignement vinrent le voir. Ils lui expliquèrent qu'un directeur de prison nommé Namar souhaitait qu'il teste un établissement privé, où étaient enfermés des criminels si dangereux que le gouvernement refusait de les incarcérer officiellement. Ces structures, souvent hors cadre légal et sans reconnaissance officielle, étaient extrêmement risquées, au point qu'il pouvait y laisser sa vie. John hésita, il n'avait jamais testé de prison privée et ne voulait pas prendre ce risque. Mais son supérieur lui annonça que le commanditaire offrait un salaire triple. Face à une telle somme, il accepta, sans se douter que ce serait le début d'un cauchemar. Comme d'habitude, son équipe lui prépara une nouvelle identité, lui communiqua un code d'extraction et lui injecta un micro-traceur dans la main. Puis, selon le plan, il se rendit dans la rue pour attendre son arrestation. Mais les méthodes de ses ravisseurs furent d'une brutalité inattendue. À peine monté dans le véhicule, il fut soumis à un scan corporel complet, le traceur fut rapidement détecté, puis retiré à vif au couteau. On lui injecta ensuite de force un sédatif. Lorsque le signal de localisation disparut, ses coéquipiers paniquèrent, rien ne correspondait au plan. À son réveil, John se retrouva dans une cellule entièrement en verre. Dans cet environnement sans la moindre intimité, chaque geste était exposé. D'innombrables caméras mobiles à 360 degrés surveillaient tout, jusque dans les moindres détails. Plus incroyable encore, les cellules étaient suspendues dans le vide, rendant toute tentative de creuser inutile. Le nombre de gardiens était plusieurs fois supérieur à celui d'une prison ordinaire. S'évader semblait quasiment impossible. John ne supportait pas la situation, rien ne correspondait à la mission prévue. Lorsqu'il rencontra le directeur, il prononça immédiatement le code d'extraction, exigeant d'être renvoyé. Mais le directeur déclara n'avoir jamais entendu parler d'un tel code, et se moqua de lui, croire qu'une suite de chiffres pourrait lui rendre la liberté relevait du délire. Pire encore, son nom n'était pas Namar. John commença à se demander s'il ne s'était pas trompé de prison. Avant qu'il n'obtienne des réponses, il fut reconduit en cellule. De leur côté, ses coéquipiers ne parvenaient toujours pas à localiser sa position. Chacun de ses faits et gestes était désormais surveillé personnellement par le directeur, preuve qu'il connaissait sa réputation de maître de l'évasion. Nouveau détenu, il attira vite l'attention des anciens. Alors qu'une bagarre semblait imminente, un homme nommé Arnaud intervint, et les voyous se dispersèrent aussitôt. Étonnamment, cet individu redouté engagea la conversation avec John. Conscient de la complexité des relations ici, John resta prudent et garda le silence. Mais les jours suivants, Arnaud l'observa attentivement, remarquant qu'il inspectait sans cesse les lieux. Il lui proposa son aide. D'abord indifférent, John réalisa vite que la sécurité dépassait tout ce qu'il avait connu, les gardiens se relayaient 24 heures sur 24, sans véritable faille. Seul, il n'y arriverait pas. Cette fois, lorsqu'Arnaud réitéra son offre, il accepta et déclara vouloir être envoyé en isolement. Arnaud confirma qu'il était sérieux. John finit par lui faire confiance. La seconde suivante, ils se battirent violemment. Les gardiens accoururent et John fut placé en cellule d'isolement. Tandis qu'il inspectait la pièce à la recherche d'une faille, un puissant faisceau lumineux l'aveugla soudain. Ce n'était pas une simple lampe, le dispositif produisait de la chaleur. En quelques instants, la cellule devint brûlante comme un enfer de lave. Malgré la douleur, il tâtonna le sol et découvrit effectivement une faiblesse. Une semaine plus tard, ils retournèrent en cellule. Arnaud, curieux, lui demanda qui il était vraiment. John répondit que s'il pouvait obtenir un morceau de métal répondant à certaines caractéristiques, il pourrait peut-être les faire sortir tous les deux. Mais à peine eut-il le dos tourné qu'Arnaud révéla l'affaire au gardien. John fut aussitôt conduit devant le directeur. Interrogé, il demanda à dessiner son
son plan. On lui remit papier et stylo, et il dessina simplement un postérieur. Comprenant qu'on se moquait de lui, le directeur ordonna qu'on donne une leçon à Arnaud. Les gardiens lui enfoncèrent un tuyau dans la bouche et le remplirent d'eau, tentant de le noyer. Après un long moment, le supplice cessa enfin. Reprenant son souffle, Arnaud se glissa soudain sous la table et retira la plaque d'un regard d'égout, un disque de métal lisse et rond. Voyant ce qu'Arnaud avait enduré, John crut à sa sincérité et révéla sa véritable identité ainsi que le but de sa mission, sans savoir qu'il tombait dans un piège, quelqu'un voulait le garder ici pour toujours.